Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce troisième cours de l'AMP2C de l'Académie marocaine pratique des cardiopathies congénitales. Et pour ce troisième cours qui va porter sur les persistances de canal artériel, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Leila Haddour, qui est professeur de cardiologie et cardiopédiatre à Rabat, installé dans le secteur privé. Leila, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et aussi, je voudrais remercier la société Synopsis pour le travail qu'elle a fait pour assurer la transmission de ce webinaire. Leila, avant de commencer, est-ce que tu voudrais dire un petit mot? Oui, bonsoir à tous. Le petit mot d'abord va être adressé en remerciement donc de m'avoir invité pour la modération de ce troisième webinaire. Et c'est l'occasion pour moi de te féliciter pour ton engagement et ton dynamisme par rapport à la formation de tout un chacun donc en matière de cardiopathie congénitale. Et je t'en félicite vivement. Je te félicite pour ce dynamisme et pour cette soif de partage du savoir. C'est un sujet intéressant. C'est une pathologie qui est réputée comme étant bénigne, donc le canal artériel persistant, mais qui a deux complications redoutables que sont l'endocardite infectieuse et l'hypertension pulmonaire. Et je te passe la parole sans plus tarder pour ta présentation académique donc sur les canaux artériels persistants. À toi la parole, Saïd. Merci beaucoup, Leila. Ben, on va commencer ce cours qui va être scindé en deux, à savoir un cours qui va pas être très magistral, mais essentiellement pratique. Avant d'entamer les cas cliniques, nous avons prévu une dizaine de cas cliniques. C'est rapide, c'est essentiellement pour voir un petit peu l'attitude à prendre devant chaque cas. Et pour cela, donc, ici, vous voyez l'image d'un canal artériel sur une pièce anatomique. Donc ici, c'est l'aorte. Ici, c'est l'artère pulmonaire gauche. Ici, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. Et ici, c'est le canal artériel. Vous allez voir qu'à l'échographie, on va essayer de reproduire ces images pour mesurer essentiellement le diamètre du canal artériel. Alors, la persistance du canal artériel, c'est une persistance d'une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Et on parle de retard de fermeture avant 3 mois. Et lorsque ça dépasse 3 mois, on est déjà dans la persistance du canal artériel. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente, 1 sur 2000 naissances, 12% des cardiopathies congénitales et 80% des nouveau-nés qui sont nés avec un poids de naissance inférieur à 1200 grammes, donc vont avoir un canal artériel. Donc, ça aussi, c'est un facteur de prédisposition au canal artériel. La prématurité, la prédominance féminine et de règles dans la persistance du canal artériel. Et sur le plan éthiopathologique, quels sont les facteurs qui vont prédisposer à la persistance du canal artériel? C'est essentiellement la rubéole qui est maintenant connue comme facteur prédisposant, mais on va retrouver encore une fois la prématurité, la trisomie 21, un certain nombre de complexes syndromiques. On peut voir des cas sporadiques sans rien d'autre. Et puis, il y a des médicaments qui peuvent être à l'origine, tels que le valproate, tels que la thalidomide. Et parfois, la naissance du bébé en haute attitude peut prédisposer à la persistance du canal artériel. Et il y a une notion qui est très importante, qui est la récurrence du canal artériel. C'est-à-dire que une femme qui a un canal artériel, elle aura 3% de malchance d'avoir un bébé avec une persistance de canal artériel. Alors, les canaux artériels sont différents en fonction de leur sévérité. Et lorsque vous avez un simple canal artériel, c'est une cardiopathie qui est mineure. Lorsque vous avez un canal artériel qui est modéré ou large, qui n'est pas encore opéré, il est classé parmi les cardiopathies congénitales qui sont modérées. Lorsque il est associé à de l'hypertension artérielle pulmonaire, à ce moment-là, on va parler d'une cardiopathie congénitale sévère. Alors, au passage, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous avez des questions, de les poser sur les commentaires, la rubrique commentaires. Et bien sûr, notre ami le professeur Leila Haddour
elle va se charger de les répertorier pour essayer de les regrouper et de poser les questions. Alors, les différents canaux artériels en fonction de leur anatomie, vous voyez ici le cas le plus fréquent, lorsque vous avez un aspect un petit peu conique avec un canal qui est large du côté de l'aorte et qui est rétréci du côté de l'artère pulmonaire, c'est le cas le plus fréquent. On peut avoir un aspect de fenêtre très large et court. On peut avoir un aspect tubulaire. On peut avoir un aspect qui est sténosé du côté de l'aorte et sténosé du côté de l'artère pulmonaire un peu complexe, élongué avec une sténose rétrécie du côté de l'artère pulmonaire, et parfois on peut avoir des canaux artériels qui sont tortueux. Alors sur le plan physiopathologique, ça rejoint un petit peu tous les champs de gauche-droit, avec augmentation du débit cardiaque dans un premier temps lorsque le canal artériel est large, lorsque le rapport des résistances vasculaires pulmonaires sur les résistances vasculaires systémiques est abaissé, on peut avoir un débit qui est très élevé au niveau pulmonaire. Et à ce moment-là, donc si on fait rien, si on ne ferme pas le canal artériel, il y aura une dysfonction endothéliale. Et à ce moment-là, on va avoir une prolifération des cellules musculaires lisses, une augmentation de la matrice extracellulaire, des thromboses, des microthrombie, une augmentation des résistances. Et donc, au lieu d'avoir juste une augmentation de débit et des pressions pulmonaires élevées à cause du débit, on va avoir maintenant une augmentation des pressions pulmonaires qui sont dues aux résistances, à une véritable maladie artériolaire pulmonaire. Et à ce moment-là, il y a une augmentation des pressions du côté droit et donc une possibilité d'inversion du shunt qui était gauche-droit et qui va devenir droite-gauche. Et c'est comme ça qu'on peut avoir de la cyanose au cours de l'évolution d'un canal artériel large avec hypertension pulmonaire et qui n'a pas été réparé. Alors, sur le plan clinique, très brièvement, les canaux sont souvent asymptomatiques, vous le savez très très bien, mais parfois ils peuvent être associés à de la dyspnée, de la transpiration, de la tachypnée, de la tachycardie, du retard staturopondéral, comme tous les shunts d'ailleurs, de l'insuffisance cardiaque, un souffle continu en sous-claviculaire gauche et des peaux qui sont bondissants. C'est l'équivalent d'une insuffisance aortique parce qu'il y a une partie du sang de l'aorte qui va aller vers l'artère pulmonaire et donc on peut avoir cette différentielle de pression artérielle qui va être augmentée. Alors chez le prématuré, c'est un peu différent. Souvent, lorsque le canal artériel est large et hémodynamiquement significatif, on peut avoir de la détresse respiratoire, de l'apnée, de l'entérocolite nécrosante, on peut avoir de l'insuffisance cardiaque. Le canal artériel du prématuré, il est un petit peu particulier dans la mesure où chez le prématuré, les résistances pulmonaires sont basses et les résistances systémiques sont élevées. Donc du coup, le shunt gauche-droit est majoré parce que les résistances systémiques sont plus élevées que les pulmonaires. Et deuxième chose importante, c'est que les pressions diastoliques sont basses, les pressions artérielles diastoliques sont basses. Donc de ce fait, l'irrigation coronaire elle est abaissée et on peut avoir de l'ischémie, on peut avoir de la défaillance multiviscérale, cardiaque, rénale, digestive et autres. Le CG, c'est surtout quand il y a de la surcharge des cavités gauches. Donc, vous savez que la persistance du canal artériel, je m'excuse, je vais revenir rapidement à la physiopathologie pour vous dire que le canal artériel qui est hémodynamiquement significatif ici, il va retentir, donc il y aura un shunt entre l'aorte et l'artère pulmonaire et ceci va revenir vers les cavités gauches par les veines pulmonaires, ok, et on va avoir une dilatation de l'oreille gauche, on va avoir une dilatation du ventricule gauche. Contrairement à la CIA, lorsqu'on a vu le cours sur la CIA, on a vu que c'était une dilatation essentiellement des cavités droites. Le canal artériel, comme la CIV, va retentir essentiellement sur la cavité gauche, d'accord, avec un QPQS qui est élevé et avec de l'hypertension artérielle pulmonaire de débit dans un premier temps, puis par la suite, dû aux résistances et à la maladie artériolaire pulmonaire. Alors, à la radio, on va avoir, lorsque le canal n'est pas hémodynamiquement significatif, c'est une radio qui est strictement normale. Lorsque le canal est large et il y a un rapport de résistance pulmonaire sur de résistance systémique qui est bas, à ce moment-là, on va avoir un shunt qui est significatif, on va avoir de l'hypervascularisation comme vous voyez ici, on va avoir une cardiomégalie qui est très significative. L'échocardiographie Doppler, c'est l'examen clé du diagnostic. Il va permettre, on va voir plusieurs cas, vous allez voir,
il va permettre d'étudier l'anatomie du canal artériel. Est-ce qu'il est conique? Est-ce qu'il est élongué? Est-ce qu'il est tortueux? Et le diamètre, on va pouvoir mesurer le diamètre du canal artériel. On va pouvoir évaluer la surcharge de l'oreille gauche et du ventricule gauche, les pressions pulmonaires, le ventricule droit, et parfois on peut avoir un diagnostic qui est difficile à l'échographie lorsque le canal artériel est très large. Alors voilà comment évaluer les pressions pulmonaires à l'écho lorsqu'il s'agit d'un canal artériel. Je vous ai mis des petits schémas pour que vous puissiez suivre. Ça, c'est la courbe petit axe avec l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Et vous voyez ici le flux du canal artériel. Ici, on est devant un cas où les pressions pulmonaires sont basses. Vous voyez que le gradient en systole et le gradient en diastole sont tous les deux élevés. Donc ça, c'est un cas où les pressions pulmonaires, aussi bien systoliques que les pressions diastoliques, sont basses. Ce deuxième cas de figure, où vous voyez que le gradient de pression entre l'aorte et l'artère pulmonaire est très élevé. Il dépasse les 4 mètres secondes. Alors que le gradient de pression en diastole, il est trop bas. Il est à peine à 2 mètres par seconde. Là, on est devant une hypertension artérielle pulmonaire diastolique. C'est comme ça que commence le retentissement du canal artériel sur les pressions pulmonaires. Ça commence par une augmentation des pressions diastoliques dans l'artère pulmonaire. C'est pour ça que le gradient est bas. D'accord? Par la suite, si on ne fait rien du tout, à ce moment-là, même le gradient en systole, il est abaissé. Pourquoi? Parce que la pression systolique dans l'artère pulmonaire devient elle aussi élevée, et donc le gradient entre l'aorte et l'artère pulmonaire va devenir bas, et c'est le cas qu'on voit ici. Vous voyez ici, on est à 2 mètres secondes. Vous voyez que aussi bien le gradient systole que le gradient en diastole sont abaissés, et là, on est devant une hypertension artérielle pulmonaire systolo-diastolique. Alors, deuxième moyen pour évaluer les pressions pulmonaires, c'est à travers l'IT, comme on a vu avec la CIA, donc avec la formule de Bernoulli, 4V au carré plus la pression de l'oreillette droite. Vous voyez ici, on est sur l'insuffisance tricuspidienne. On a une vitesse max qui est à 3,6 mètres par seconde, et le gradient moyen, il est à 53. C'est quel gradient moyen? Ça, c'est un gradient systolique, c'est un gradient systolique entre le VD et l'OD. C'est une insuffisance tricuspidienne entre VD et OD. Donc, ça veut dire que PVD systolique moins POD systolique est égal à 53. S'il a des pressions s'il a des pressions dans l'OD qui sont à 10, ça veut dire que la pression pulmonaire, elle est aux alentours de 63. Donc 53 plus 10 de POD, donc si à condition qu'il n'y ait pas de sténose pulmonaire à ce niveau-là. Donc la pression systolique du VD est exactement la même que la pression dans l'artère pulmonaire en systole. Deuxièmement, on peut évaluer par l'insuffisance pulmonaire comme il est le cas ici. Ça, c'est l'aorte, ça, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. On a une insuffisance pulmonaire, elle s'inscrit positivement, et à travers l'insuffisance pulmonaire, la même chose, on peut avoir donc des pressions. La pression protodiastolique, elle va donner une idée sur la pression pulmonaire moyenne, et la pression télédiastolique, elle va donner une idée sur les pressions télédiastoliques de l'artère pulmonaire. Alors, quels sont les critères? Donc, on a vu un petit peu l'échographie, elle est très intéressante, mais l'objectif final de cette échographie, c'est de dire est-ce que ce canal artériel, il est significativement hémodynamique ou pas? C'est ça la grande question. Et pour savoir est-ce qu'il est significativement hémodynamique ou pas, ben, on va voir d'abord le diamètre. Vous voyez ici une aorte descendante, le tronc de l'artère pulmonaire du côté gauche, et vous voyez ici le canal artériel. On peut le mesurer parfaitement. Et je vais vous montrer des images tout à l'heure. Ça, c'est le diamètre. Le diamètre, déjà, lorsqu'il est élevé, ça oriente vers un canal hémodynamiquement significatif. Deuxièmement, le diamètre de l'oreille gauche. Troisièmement, le diamètre du ventricule gauche qu'il va falloir rapporter au Z-score. C'est très, très important. Et puis, ici, on voit une petite IM par dilatation de l'anneau. Ça prouve qu'il y a une surcharge des cavités gauches, de l'oreille gauche et du ventricule gauche. Ici, l'évaluation du gradient de pression à travers le canal artériel. C'est exactement les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous avez un gradient en systole, vous avez un gradient en diastole.
Ici, on est déjà devant un cas de patient qui n'a pas d'hypertension systolique, mais qui commence à avoir de l'hypertension pulmonaire diastolique. Ici, il a une hypertension artérielle pulmonaire. Regardez, on est à 2 mètres secondes. Il a de l'hypertension pulmonaire et systolique et diastolique. Ici, on est devant un cas encore plus sérieux avec des pressions diastoliques qui sont très, très élevées. Et l'autre moyen, comme dans l'insuffisance aortique, on va avoir un effet télédiastolique. On se met au niveau de l'isthme de l'aorte, c'est-à-dire ici, et on met un Doppler pulsé, et vous allez voir que votre effet télédiastolique est élevé au-delà de 0,25 mètres par seconde. Ça témoigne d'un vol au niveau de l'artère pulmonaire à travers le canal artériel, et ça témoigne d'un canal artériel qui est significatif et d'un shunt important. Alors, en dehors du canal artériel, quel examen pourra nous aider? C'est l'IRM, évaluation des flux, évaluation des fonctions de VG, des volumes du ventricule droit, évaluation du shunt, la morphologie du canal. Regardez ici, c'est une image qui est très intéressante à l'IRM, mais qu'on peut reproduire, je vais vous le montrer tout à l'heure, à l'écho. Ça, c'est l'aorte descendante, ça, c'est l'artère pulmonaire gauche, et vous voyez ici le canal artériel qui est conique, qui est large du côté de l'aorte, qui est rétréci du côté de l'artère pulmonaire. On peut le mesurer. Le scanner peut nous aider à voir les calcifications, les thrombus, les doubles arcs. Le cathétérisme, on va le voir tout à l'heure, il a un intérêt dans le cathétérisme interventionnel. Et le test d'effort, parfois, on peut être amené à demander un test d'effort pour exclure une désaturation à l'effort. Parce que si le patient désature à l'effort, ça veut dire qu'il y a probablement une inversion du shunt à l'effort, c'est-à-dire que les résistances deviennent plus élevées du côté de l'artère pulmonaire, et donc le shunt va s'inverser, et donc à ce moment-là, peut-être c'est une contre-indication à fermer ce canal artériel. Alors, juste un mot concernant le cathétérisme et l'angiographie. Il est rarement indiqué à titre diagnostique. Le maximum d'informations vont être données par l'échographie. Le cathétérisme interventionnel est de mise. Actuellement, c'est le traitement de choix. Il va être indiqué le cathétérisme quand il y a de l'hypertension pulmonaire, le sujet âgé. Pour évaluer les pressions pulmonaires, les résistances et les tests aux vasodilatateurs, on peut faire un test d'occlusion. On ferme le canal artériel par un ballon momentanément pendant 5 minutes et on va voir est-ce qu'il y aura de la bradycardie, est-ce qu'il y aura de l'hypotension, est-ce que le malade va s'aggraver. Si le malade s'aggrave, à ce moment-là, il ne faudra pas fermer le canal artériel. Bien sûr, c'est extrêmement dangereux. Alors, ça, c'est pour évaluer le diagnostic du canal artériel. Maintenant, comment évoluent les persistances du canal artériel lorsque le canal est petit? Lorsque le canal est fermé par cathé ou par chirurgie, c'est une évolution qui est excellente la plupart. Ils rejoignent la population normale. Maintenant, on peut avoir des complications telles que l'endocardite bactérienne. On peut avoir de l'anévrisme, une calcification du canal. On peut avoir un canal artériel qui est modéré. Lorsque le canal artériel est modéré, ils peuvent devenir symptomatiques lorsqu'on ne fait rien du tout et le patient devient âgé. Pourquoi? Parce que tout simplement, la PTDVG va être élevée, le patient va faire de l'hypertension artérielle, le shunt va devenir plus important à cause d'une augmentation des résistances systémiques. Et donc, ce canal qui était silencieux, qui était hémodynamique, il faut faire attention. Et puis, lorsque le canal artériel est large, il y a un risque d'Eisenmenger et d'évolution vers des résistances très élevées. Autre complication du canal artériel, c'est l'insuffisance cardiaque. Vers l'âge de 2-3 mois, lorsque les résistances pulmonaires vont baisser, on va avoir un hyperdébit, d'augmentation du shunt gauche-droit et donc de l'insuffisance cardiaque. Parfois, chez l'adulte, comme on vient de voir tout à l'heure, et lorsque le patient fait une endocardite, ça peut décompenser et évoluer vers l'insuffisance cardiaque. L'endocardite, maintenant, c'est une complication qui peut se voir au cours de l'endocardite, c'est rare, mais ça peut être mortel. Elle peut prédisposer à l'anévrisme du canal artériel et c'est une des indications chirurgicales. Donc, on a dit tout à l'heure que le traitement de choix, c'est la fermeture percutanée. Lorsque le patient ou la patiente a fait une endocardite sur canal artériel, c'est une contre-indication à fermer par le cathétérisme. Il va falloir plutôt fermer par chirurgie. Et puis, le petit canal artériel silencieux, il n'y a aucune évidence qu'il existe un risque d'endocardite bactérienne supérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un canal artériel silencieux? C'est-à-dire un tout petit canal artériel
Il y a un diamètre qui est de l'ordre du millimètre et lorsqu'on met le stéthoscope, on n'entend aucun souffle continu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les canaux silencieux. C'est pas sûr que ça prédispose à l'endocardite. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si vous avez des canaux qui sont tout petits, c'est pas une indication formelle à la prévention de l'endocardite bactérienne. L'hypertension pulmonaire, c'est un chapitre qui est très important. On l'a déjà abordé un petit peu à l'écho. Il faut savoir qu'il y a dans un premier temps de l'hypertension. Dans un premier temps, c'est la pression diastolique qui va être élevée. Donc ça, c'est le gradient qui baisse et donc la pression pulmonaire diastolique qui va s'élever dans un premier temps. Et puis par la suite, c'est la pression systolique. Et puis après, si on fait rien du tout, bien sûr, c'est l'inversion du shunt, c'est la cyanose au niveau des extrémités, d'accord? Et on peut avoir à ce moment-là le souffle continu qui était présent, il peut disparaître. Il peut disparaître aussi bien dans sa composante systolique que diastolique, et sans faire rien du tout. Donc, on va développer de l'insuffisance pulmonaire, de l'insuffisance trachéospide, et donc on pourra entendre un souffle systolique ou un souffle diastolique qui ne sont pas en rapport avec le canal, mais plutôt en rapport avec l'insuffisance trichéospidienne et l'insuffisance pulmonaire. L'anévrisme du canal artériel peut se voir même à la naissance, il peut se fermer spontanément, peut se voir tardivement. C'est 8% des cas, surtout dans les cas des syndromes, chez les enfants syndromiques. Et ça peut être en rapport avec une infection, comme on vient de voir, l'endocardite, elle peut prédisposer à l'anévrisme, mais ça peut être aussi une anomalie structurelle du canal artériel, surtout du côté de l'aorte. Il peut prédisposer à la rupture, à l'embolie dans 20% des cas. L'angioscanner et l'IRM font le diagnostic et lorsqu'on a un anévrisme, ça va être une fermeture percutanée par un stent qui va être couvert du côté de l'aorte pour exclure l'anévrisme du canal artériel. Alors, comment surveiller un canal artériel? Ça, c'est votre pain quotidien au niveau des cabinets. Lorsque le canal artériel est silencieux, il est tout petit, on peut les voir tous les 5 ans, tous les 3 ans. Il n'y a aucun mal. Lorsqu'il est tout petit, tous les 2 ans. Lorsqu'il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire légère à modérée, tous les 6 à 12 mois. Et lorsqu'il y a de l'hypertension au stade d'Eisenmenger, c'est tous les 3 à 6 mois, bien entendu. Alors ça, c'est un tableau récapitulatif qui permet de donner une idée sur la prise en charge essentiellement thérapeutique des canaux artériels. Je vous demande un petit peu votre attention. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut voir est-ce qu'il y a de la surcharge du ventricule gauche ou pas. Ça, c'est très facile. Il faut mesurer les diamètres et les diastoliques du ventricule gauche et les systoliques et de les rapporter au Z-score. Si vous êtes au-delà de deux déviations standards, à ce moment-là, vous êtes dans la surcharge du ventricule gauche. D'accord? Si vous avez de la surcharge, s'il n'y a pas de surcharge du ventricule gauche, on ne ferme pas. S'il y a de la surcharge, on va regarder la résistance vasculaire pulmonaire. Au-delà de 3, d'accord, il n'y a pas de résistance très élevée, on va fermer. On est devant une surcharge, des résistances basses, il faut fermer. Maintenant, si on est devant des résistances qui sont entre 3 et 5 avec un QPQS qui est à 1,5, à ce moment-là, il faut fermer, bien sûr. Si maintenant, on n'est pas dans ce cas de figure et que les résistances sont au-delà de 5 unités Wood, avec un QPQS qui est élevé, là, si vous avez le QPQS qui est élevé, c'est-à-dire qu'il y a encore du shunt, il y a encore du débit pulmonaire. D'accord? Alors là, c'est possibilité de fermeture, mais regardez, c'est une indication de classe 2B, avec une faible intensité. Si maintenant les résistances sont élevées et le QPQS n'est pas élevé, il est bas, ça veut dire que les résistances pulmonaires sont très élevées et que le shunt commence à régresser, qu'il commence à s'inverser, il ne faut pas fermer, on est déjà au stade du complexe d'Eisenmenger. Alors, la fermeture du canal artériel, on arrive au traitement. Le traitement de choix, on l'a vu, c'est le cathétérisme interventionnel. En cas de calcification, il y a un risque chirurgical qui est très élevé, donc on va peut-être fermer par cathétérisme interventionnel. Alors, quels sont les cas qui restent pour le chirurgien? Ce sont les canaux artériels qui sont très larges. On ne peut pas placer une prothèse, une emplase. Deuxièmement, les cas qui sont complexes, tortueux, très longs, anévrismaux, etc. Donc ça, on ne va pas aller leur faire de
cathétérisme interventionnel, et puis lorsqu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, après une endocardite bactérienne. Alors pourquoi il faut fermer un canal pulmonaire sans normal, pardon. Donc pourquoi est-ce qu'il faut le fermer? Pour éviter l'insuffisance cardiaque et l'hypertension pulmonaire. Lorsqu'il large, bien sûr, il faut éviter l'Alzheimer, donc il faut fermer le canal artériel au bon moment. Il ne faut pas attendre trop longtemps jusqu'à arriver à l'Alzheimer. Éviter l'endocardite, lorsqu'on le ferme, on évite l'endocardite, et bien sûr, pour diminuer la mortalité. Alors, quels sont les canaux qui sont à fermer? Très tôt, inférieur, il ne faut pas s'amuser. 6 mois, 1 an, canal artériel, lorsque le canal artériel est modéré, sans insuffisance cardiaque, donc on va attendre peut-être 6 mois, 1 an. Entre 1 an et 2 ans, petit canal artériel avec un souffle continu, il n'est pas silencieux, donc il faut ausculter les patients, c'est très important. Canal artériel, on ausculte. On regarde s'il y a de la surcharge des cavités gauches. On regarde s'il y a des pressions pulmonaires. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont nous dire est-ce que le canal est significatif ou non. D'accord? Épisode d'endocardite bactérienne, hypertension artérielle légère. Lorsque l'hypertension artérielle est très sévère, il faut obligatoirement passer par un cathétérisme cardiaque. Alors, quels sont les canaux maintenant à ne pas fermer? Ce sont les tout petits canaux silencieux, c'est-à-dire vous tombez sur un canal artériel fortuitement à l'échographie, vous auscultez l'enfant, il n'a pas de souffle, aucun souffle, et à l'écho, il a un canal qui est tout petit, donc ça, il ne faut pas les fermer. D'ailleurs, c'est un peu compliqué, hein, lorsque le canal il fait 1 mm pour passer le guide, et ce n'est pas évident, hein, donc il ne faut pas le faire. Lorsqu'il y a un complexe d'Alzheimer, c'est une contre-indication à la fermeture. Et pour les enfants qui sont cyanosés, lorsque vous avez un enfant qui est bleu, avec un canal artériel, faites attention, il faut absolument fermeture par cathétérisme. Ici, vous avez l'aorte, ici, vous avez l'artère pulmonaire, le canal artériel. On peut le fermer par coil ici, on peut le fermer par des nids-cludes, on peut le fermer par des emplatzer, par des occludeurs, comme ici par exemple. Et je crois qu'il y a une vidéo qui vous montre un petit peu. Regardez ici, on injecte dans l'aorte descendante. Donc on regarde le canal artériel ici, là on l'a fermé, il reste un shunt résiduel. Là, il y a un shunt résiduel. Là, il y a encore un tout petit shunt résiduel, d'accord, qui va se fermer complètement. Donc ça, voilà, artère pulmonaire ici, on voit le canal ici. Donc on va par voie artérielle, mais on peut aller aussi par voie veineuse via les artères pulmonaires, et on peut fermer le canal. L'emplâtre, il est ici. Alors le traitement, juste un mot pour le canal artériel du prématuré, parce qu'il y a un certain nombre d'amis pédiatres qui nous regardent et qui font de la néonatologie. Alors s'il n'y a aucun retentissement, c'est-à-dire pas de détresse, pas d'insuffisance cardiaque, pas d'apnée, rien de tout ça, à ce moment-là, pardon. Donc on ne le traite pas à la naissance. S'il y a une atteinte hémodynamique, une détresse respiratoire, il faut le fermer. Alors comment fermer? Donc si c'est un prématuré de moins 1000 grammes, donc qui est ventilé, c'est avec de l'indométacine. Vous avez ici des protocoles. Vous allez le retrouver par la suite. Je vous ai envoyé les liens et vous allez trouver les protocoles pour fermer avec de l'indométacine. Si maintenant il a plus de 1000 grammes avec un shunt hémodynamiquement significatif, encore une fois, c'est l'indométacine. Moins de 1500 grammes, c'est la chirurgie. Jusqu'à 750 grammes, on peut aller avec du cathétérisme interventionnel. Jusqu'à 750 grammes. Bien sûr, dans des équipes qui sont bien entraînées. Associé à tout cela, si le patient il est en détresse, à ce moment-là, il faut associer de la restriction hydrique, du furosémide 1 mg/kg et de la digoxine. Alors, chez les sujets âgés, souvent, ce sont des canaux qui sont tortueux, calcifiés, très fragiles, très friables. C'est très, très difficile d'aller les fermer chirurgicalement. On veut les ligaturer, donc ils vont se couper. On peut se reconvertir en CEC facilement en catastrophe. Donc, il faut essayer de fermer ces canaux, surtout par voie percutanée, c'est beaucoup mieux. Et pourquoi pas faire un test d'occlusion au ballon pour voir est-ce que le patient va tolérer la fermeture du canal artériel ou pas. Alors, après la fermeture, comment évaluer vos patients-là? Donc, que ça soit par voie chirurgicale ou par cathétérisme interventionnel, il y a la clinique, l'auscultation, le CG, l'écho, juste la première année. Hein.
D'accord? S'il n'y a pas de chante résiduelle et s'il n'y a plus d'hypertension pulmonaire, on peut arrêter le suivi. Donc, c'est des patients qui rejoignent la population normale. Bien sûr, il faut prévenir l'endocardite bactérienne 6 mois après la fermeture et assurer une hygiène bucco-dentaire, c'est important. Alors, au stade d'Eisenmenger, bien sûr, il n'y a pas d'indication à fermer le canal artériel, ni par cathétérisme, ni par chirurgie. C'est la place au traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire avec le bosentan, le macitentan, les inhibiteurs de la PDE5, sildenafil, genre sildenafil, tadalafil, ou voilà, pardon, excusez-moi. Les, les analogues des prostacyclines, le selexipag. Alors, l'évolution des patients, les canaux fermés durant l'enfance ont un excellent pronostic, ça on l'a vu. Il y a rarement une progression vers la maladie vasculaire pulmonaire, rarement de chante résiduelle, rarement de dysfonction du ventricule gauche. Et lorsqu'on ferme par cathé interventionnel, on va faire attention à l'artère pulmonaire gauche et on va faire attention à l'aorte. Et vous voyez ici l'aorte descendante après fermeture. Ici, vous voyez un emplase avec lequel on a fermé un canal artériel, il n'y a plus de chante résiduelle à l'écho. Et ici, vous voyez qu'il y a une obstruction au niveau de l'aorte descendante, de l'isthme de l'aorte, qu'on a stenté et qui va très bien. Alors, la persistance, donc, dernière, je crois, diapositive, pour vous dire que les canaux artériels, lorsqu'ils sont fermés, lorsqu'ils sont tout petits, lorsqu'il n'y a pas d'hypertension pulmonaire, lorsqu'il n'y a aucun retentissement, il n'y a aucune restriction à faire du sport. La grossesse, la même chose, il n'y a pas de risque chez les patientes sans hypertension pulmonaire. Et bien sûr, il faut prévenir l'endocardite bactérienne. Ce sont des patients qui peuvent être à haut risque. On l'a vu, il y a des cas, c'est rare d'endocardite, mais ça peut survenir. Voilà, il est là. Je ne sais pas, moi j'ai terminé la partie théorique. Je ne sais pas si tu as des cas, des questions Oui, ou des commentaires au niveau alors il y a une chez les amis qui se sont connectés. oui, il y a des petites questions par rapport au merci Saïd, pour ton excellente présentation, très didactique. Et il y a quelques questions donc sur le chat, à propos de l'usage, du Doliprane, du paracétamol, dans la fermeture du canal artériel chez le prématuré, je suppose, et les doses et la durée du traitement des anti-inflammatoires chez le prématuré. Alors, pour le Doliprane, oui, le paracétamol, il a été testé pour fermeture du canal artériel et apparemment, ça donne de bons résultats, mais c'est pas la pratique de tous les jours. Donc, Absolument, c'est ce on que j'ai utilise répondu. essentiellement l'indométacine. Bien sûr, on utilise essentiellement ça. Juste, il faut Absolument. faire attention à l'atteinte rénale, bien entendu, après l'administration de l'indométacine. Et les doses d'indométacine donc, sont là. Donc, Il y a un lorsque commentaire qui dit que ces on le donne INS à sont moins plus chers, mais de non, ils sont pas plus chers. Et il dit, docteur, Mohamed des Sellouti parle de cherté des INS, mais non, chez nous, non, c'est pas plus cher que je pense pas, c'est pas plus cher non. que mais voilà, donc alors vous avez ici la première dose à 0,2 mg par kilo qu'on peut reprendre 24-48 heures par la suite. Bien sûr, en fonction, il faut évaluer le patient, examiner le patient correctement, voir ses paramètres, sa saturation, sa pression artérielle, évaluer la fonction rénale, c'est très important. Le regarder à l'écho, c'est très important pour voir Peut est-ce qu'il s'est fermé, est-ce qu'il est en train de se fermer, c'est très important avant de rajouter une autre dose. oui, peut-être zoomer sur le protocole parce qu'ils ont demandé, à avoir le protocole des INS, le petit tableau si tu peux le zoomer plus ou là Alors, je ne l'envoyer, sais pas si de sans toutes les manières, on va mettre la présentation, je vais leur envoyer le lien pour très bien. revoir à tête reposée la présentation. Ça, il y a pas de problème. Alors, docteur Smaïl Ourbi demande plus de détails concernant la classification angiographique de Krishenko. Donc si tu peux revenir, sur la classification
qui, C'est une classification A, B, C, analyse D. morphologique. Oui, oui, c'est une classification. Et c'est une classification, angiographique, en fait, donc Oui, au moment oui, du cathétérisme que le cathétériseur, analyse la forme du canal artériel, soit en forme tubulaire ou exactement, en forme exactement. conique, à bout pulmonaire, plus rétréci ou à bout aortique, plus rétréci. Oui, Heu, oui, à c'est comme tu as très bien dit, Leïla, c'est essentiellement, alors, quand il s'agit d'un canal artériel comme ça, on arrive à le voir à l'échographie, mais parfois, il y a des canaux, donc l'étude anatomique du canal artériel, elle est un petit peu difficile, elle peut se montrer un peu difficile à l'écho et comme ça a été dit, soit à l'imagerie de coupe, c'est-à-dire une IRM, une angio-IRM ou un angioscanner, soit à l'angiographie, comme tu as très bien dit, lorsqu'on veut fermer un canal artériel, on procède toujours par une angiographie, on injecte au niveau de l'aorte descendante et puis on peut voir un petit peu l'une ou l'autre de ces anatomies du canal artériel. Et bien sûr, lorsqu'il y a une anatomie qui est un petit peu de ce genre-là, type F, vous imaginez que c'est un petit peu difficile de fermer par un cathétérisme interventionnel. voilà, c'était une des questions aussi. Qu'en est-il des canaux tortueux? Donc Oui, c'est plus difficile pour une fermeture, oui. percutanée Tout comme les canaux qui sont compliqués d'anévrisme ou calcifiée. ou les canaux qui sont associés ou calcifiés. Les calcifiés, on, c'est même une indication chez le sujet âgé, d'accord, parce que c'est difficile de les fermer chirurgicalement. Lors de Oui, la parce que ligature, c'est friable. ils peuvent se rendre. Absolument, Ouais. absolument. Oui. Il y a une autre question, du docteur, Omar Habibou Diallo. Quels sont les facteurs pourvoyeurs d'hypertension artérielle pulmonaire? Ben, les facteurs qui sont pourvoyeurs de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est d'abord le diamètre du, du canal artériel. Plus le diamètre est large, plus le canal artériel. Alors, vous allez me poser la question, quel est le cutoff? À partir de quel diamètre de canal artériel on va parler de canal artériel très large? Je pense, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Léla, des canaux artériels qui sont de l'ordre de 3-4 mm jusqu'à 5 mm, ce sont des canaux artériels qui peuvent être hémodynamiquement bien tolérés, sans hypertension artérielle pulmonaire, mais ils vont retentir quand même sur le ventricule gauche. Maintenant, au-delà, c'est des canaux avec lesquels il faut faire très très attention. Il va falloir les opérer et les fermer très précocement avant qu'ils développent des résistances vasculaires pulmonaires élevées avant qu'ils passent au stade d'Eisenmenger. Ça, c'est extrêmement important. Il y a le diamètre, il y a les complexes syndromiques. Les patients qui ont des complexes syndromiques vont peut-être faire des pressions pulmonaires beaucoup plus précocement et de façon un peu plus sévère. Troisièmement, les patients qui ont des shunts associés. On va voir un cas, je pense que j'ai un cas comme ça, où vous avez une CIV, une CIA et un canal artériel, ce sont des patients qui vont évoluer rapidement vers des résistances élevées, vers l'Eisenmenger. Je pense, si j'ai oublié quelque chose, tu peux me dire là s'il y a autre chose, mais ce sont les situations qui vont prédisposer à de l'hypertension pulmonaire. La prématurité, aussi, la Oui, prématurité si le canal artériel est hémodynamiquement significatif, oui, tout à fait, si on fait rien du tout, mais ce sont des enfants, si on fait rien du tout, donc ils vont je plutôt je décéder, hein. rigole Ils parce vont que décéder parce qu'ils vont docteur, pas tenir. docteur Hassan Mir dit: «On ne voit pas l'orateur». C'est une question, Alors, de j'ai un petit problème de connexion, j'aurais bien aimé vous montrer, je vais essayer, je vais montre-toi réessayer. Thierry, 2 secondes. Montre-toi pour qu'il Allez, soit on va on rassuré. va on va réessayer. On Alors peut alors réessayer activer la maintenant que la caméra, OK. voilà, Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous voir, juste il faut pas que la connexion parte, hein. voilà. Voilà, c'est Alors, un vrai plaisir. docteur, Saïd Soumi dit: «À partir de quel diamètre la fermeture par cathé n'a plus de place?» À partir de quel? Diamètre, la fermeture par cathé n'a Ah plus oui. de place. Écoute, il faut être raisonnable, il faut être sage, hein. J'ai discuté, on fait des missions avec des cathétériseurs de Bordeaux, que je remercie à travers ce panel.
et qui ferment beaucoup de canaux avec nous et qui sont, et je pense que quand on arrive à un diamètre de 6 millimètres, il faut être raisonnable, il faut faire très attention. Donc, il faut faire très attention. Après, si vous lisez les publications, vous allez trouver que il y a des Indiens, il y a des équipes un petit peu à travers le monde avec des emplaces de CIA. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable. À partir d'un certain diamètre, voilà, il faut passer la main au chirurgien pour fermer le canal. Et je pense aussi que ça dépend, c'est opérateur dépendant, ça dépend de l'expertise du cathétériseur. Maintenant, avec le développement des prothèses de plus en plus sophistiquées, ils commencent à faire des prouesses, mais effectivement, il faut rester raisonnable quant aux canaux très larges et savoir passer la main au chirurgien quand le canal est très large, parce qu'il y a des risques d'obstruction de l'artère pulmonaire gauche, des risques d'obstruction de l'aorte. Donc, il faut vraiment rester raisonnable. Il y a aussi des risques de migration de la Absolument. prothèse. Hein. Ou Et on a d'embolisation pas. de la prothèse qu'on a Absolument. déjà vécu, mais avec un succès pour repêcher la prothèse et la remettre correctement. Alors, une autre question qui tombe, l'aspirine a-t-elle une place après une fermeture percutanée? Pas dans ma pratique en tout cas. Je ne sais pas, Saïd, on met rien, Non. non? Une L'enfant indication plutôt après fermeture de CIA, oui. Après Oui, mais fermeture pas de non, CIA pour le par canal, canal, ça non. sans doute Oui. égalise, rapidement, on donne rien, pas Oui. de d'aspirine. Alors donc le péra est-il contre-indiqué pour les nouveau-nés Oui. qui présentent une cardiopathie cyanogène pour prévenir la fermeture du canal artériel? Donc ça, c'était un autre sujet, on n'en a pas parlé on n'a pas le temps ça fera l'objet Oui. d'une autre, Oui. présentation. On n'a pas parlé de la main, Oui, ça, on va en parler. des canaux vicariants. Dans les cardiopathies, Absolument. Ça, on cyanogènes va parler un petit peu dans les cardiopathies complexes. Absolument. Dans les cardiopathies qui sont ductodépendantes, où on a besoin de garder le canal artériel ouvert, ouais. c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai vu aussi la question du mécanisme ou physiopathologique des AINS et du paracétamol pour la fermeture, comment expliquer? C'est un mécanisme qui passe par la prostaglandine et Absolument. donc quand on inhibe voilà, quand on inhibe les prostaglandines, à ce moment-là, on entraîne une vasoconstriction et c'est comme ça qu'on va essayer de fermer le canal artériel. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un petit mot sur les diagnostics différentiels, pour, être complet, des les autres shunts Alors artérielles, on va voir les diagnostics différentiels. en pratique. Très Oui, bien, on va les voir un petit peu, à partir des cas cliniques. très bien. Donc je vais juste, aller directement aux cas cliniques. OK, donc on va essayer de voir des cas cliniques ensemble, je le dis toujours, c'est des cas cliniques que je vis tous les jours et que je partage avec vous, avec leurs difficultés. Il y a quelqu'un qui, bien, donc on va commencer avec le premier cas, un enfant de 3 ans et demi qui est complètement asymptomatique et qui a un souffle continu. Alors, 3 ans, souffle continu, asymptomatique. Pardon, je vais mettre en diaporama. Alors là, vous voyez que le ventricule gauche, il est un petit peu dilaté. Donc, il faut mesurer le diamètre diastolique, il faut le rapporter au Z-score. On est à 46 millimètres. Pour un enfant de 3 ans, c'est un VG d'adulte. D'accord? Vous êtes d'accord? Et là, vous avez une fuite mitrale qui est minime par dilatation de l'anneau, en rapport avec la dilatation du ventricule gauche. Et vous voyez ici les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous avez l'aorte ascendante pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire l'écho. L'aorte ascendante, vous avez le tronc de l'artère pulmonaire, la valve pulmonaire ici, vous avez l'aorte descendante ici, et vous avez le canal artériel qui chante gauche-droit, de l'aorte vers l'artère pulmonaire, de façon continue, aussi bien en systole qu'en diastole. Pourquoi? Parce que la pression systolique et diastolique de l'aorte sont
normalement plus élevée que la pression systolique et diastolique dans l'artère pulmonaire. C'est pour ça qu'on a un shunt systolo-diastolique. Voilà à quoi ressemble la courbe de Doppler continue. Donc, on est ici sur la P, sur l'aorte descendante. Le canal artériel, il est ici. Notre ligne de tir, elle est sur le canal artériel. Vous allez avoir un gradient, c'est un flux qui est positif. C'est un flux qui va vers la sonde, de l'aorte vers l'artère pulmonaire. C'est pour ça qu'il est positif. Et vous allez avoir un gradient vous allez avoir un gradient aorte, artère pulmonaire en systole et un gradient aorte, artère pulmonaire en diastole. D'accord? Et ici, vous avez la pression systolique, le gradient de pression est au-delà de 4 mètres secondes et le gradient de pression en diastole, il est un peu plus bas. Donc, là, on est en suprasternal, d'accord? Vous avez ici l'aorte, vous avez ici l'artère pulmonaire, vous avez ici l'artère pulmonaire gauche et vous avez ici le canal artériel qui va faire communiquer l'aorte descendante avec l'artère pulmonaire. Et si on met la couleur, vous allez voir un flux qui va vers la sonde, donc il va s'inscrire en rouge. Donc là, vous revoyez encore une fois ce canal artériel, on peut le mesurer. Là, on met la couleur et vous avez le flux de canal artériel entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Et pour schématiser tout ça, on a un petit canal artériel de 4 mm, un gradient de pression maximal systolique qui est à 85 mm de mercure et un VG qui est dilaté de bonne fonction. Alors, sur un schéma, qu'est-ce que ça traduit? Si on a un gradient de pression qui est à 85 et si cet enfant a une pression dans l'aorte, c'est la pression au bras, c'est la même chose, qui est à 100, vous allez avoir 100 moins 85, ça lui laisse 15 mm de mercure dans l'artère pulmonaire. Donc, on a un gradient maximal systolique entre aorte et artère pulmonaire qui est à 85. Ça veut dire que les pressions pulmonaires sont basses. Donc, on est devant un cas de figure où on est devant un canal de 4 mm avec une surcharge du ventricule gauche avec des pressions basses. Donc là, il n'y a aucune hésitation, c'est un canal qu'il va falloir fermer parce qu'il retentit sur le VG et deuxièmement, il faut le fermer par cathétérisme interventionnel. Alors, quand vous êtes devant un canal artériel, les questions qu'il faut se poser, 3 questions. La première, est-ce que ce canal artériel, il faut le fermer? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, comment le fermer? Et troisièmement, quand le fermer? Alors, ce cas de GED, il faut le fermer maintenant, il faut le fermer par cathétérisme interventionnel et bien sûr, il va falloir le fermer. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce cas? Leïla, est-ce que tu veux intervenir sur ce cas? C'est Est-ce clair. que tu es d'accord sur l'attitude? Canal artériel. En fait, j'étais concentrée sur les questions qui tombaient sur les commentaires. Donc, canal artériel restrictif de 4 mm, c'est bien ça? Absolument, avec un VG dilaté et avec des pressions pulmonaires normales. Donc, Pression indication pulmonaire à 15. et chez un bébé, chez un enfant de quel âge? Oui, Il a c'est 3 ans. indication à une fermeture percutanée pour justement donc éviter l'évolution vers l'insuffisance cardiaque, l'hypertension et la greffe ossélienne. Tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de oui, question. s'il y a des questions, tu peux m'arrêter à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de question en rapport avec le cas. D'accord. On Alors, continue. 21 ans, une dyspnée à l'effort, une cyanose à l'effort, il n'y a pas de souffle et une saturation au repos à 93% et 81% à l'effort. Donc, c'est une jeune femme qui est vraiment très symptomatique. Elle est cyanosée, elle est dyspnéique. Et vous allez voir un petit peu son cas. Alors, on est frappé par une dilatation du ventricule droit, d'accord? On aurait dit une CIA. Donc, encore une fois, une dilatation importante du ventricule droit. Et vous voyez, lorsqu'on se met sur l'IT, ça, c'est la deuxième façon d'évaluer les pressions pulmonaires pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'évaluer. Donc, on se met sur l'IT, d'accord?
L'IT, c'est l'insuffisance tricuspidienne. C'est-à-dire, c'est un flux qui va du ventricule droit vers l'oreillette droite en systole, d'accord? Donc, toutes les pressions qu'on va voir sont systoliques. Et donc, on va avoir une vitesse de ce flux, c'est celle-là, elle est au-delà de 4 mètres par seconde. La vitesse, elle est à 5,3 mètres par seconde. Et avec la formule de Bernoulli, on va avoir un gradient de pression de 114. C'est quoi ce gradient de pression? C'est la pression systolique du VD moins la pression systolique de l'oreille droite. D'accord? Qui est à 114. Donc, la pression systolique du ventricule droit, elle est égale à 114 plus la pression de l'oreillette droite. La pression de l'oreillette droite, on va l'estimer en fonction de sa dilatation, de la dilatation de la veine cave inférieure et de la compliance de la veine cave inférieure. Ici, on va rajouter 10 mm de mercure ou 15 mm de mercure. Donc, on a des pressions dans le VD qui sont à 130 mm de mercure. Et s'il n'y a pas de sténose pulmonaire, la même pression qui règne dans le VD, elle va régner dans l'artère pulmonaire chez une patiente qui est cyanosée. Donc, la même chose, on peut se mettre sur l'IP, sur l'insuffisance pulmonaire. On va avoir un gradient qui est un flux qui est positif, avec un gradient en protodiastole qui va renseigner sur la pression moyenne. 85 plus 15, ça fait 100 mm de pression moyenne dans l'artère pulmonaire. Donc, on est devant un cas de pression très, très élevée. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vu de canal artériel. La fonction du ventricule droit, fonction longitudinale, elle est correcte. Et quand je me mets en sus-sternal, regardez, j'ai un doute sur un canal artériel ici. Ça, c'est l'arc aortique. Ça, c'est l'artère pulmonaire du côté gauche ici. Le tronc de l'artère pulmonaire ici, qu'on entrevoit ici. Et avec une autre coupe, regardez, on dégage un canal artériel qui est énorme. Ça, c'est l'aorte thoracique, avec le départ de la sous-clavière, de l'artère carotide gauche. Ici, c'est l'artère pulmonaire gauche. Et le canal, regardez, il fait 15 mm ce canal artériel. Donc, il fait exactement la même chose ou même un peu plus que l'artère pulmonaire gauche. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans le topo que les canaux artériels qui sont très larges, on peut passer à côté dans une échographie. C'est tout à fait possible. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un shunt gauche inférieur, la veine cave inférieure de ce côté-là, et vous avez une très large CIA. Quand on a 2 shunts ou 3 shunts, ça prédispose à l'Eisenmenger. Cette jeune dame, elle est déjà cyanosée. Elle a un canal de 15 mm, un shunt bidirectionnel, une CIA qui est large, des pressions énormes, des pressions systoliques, diastoliques et moyennes énormes, des cavités droites qui sont déjà dilatées, et les cyanosées, des statures à 93 en repos et 80-85 à l'effort. Donc ça, c'est un canal artériel qu'il va falloir, bien sûr, laisser tranquille et pas du tout opérer cette jeune dame. Donc, la radio a confirmé ça. Donc, elle a montré une hypovascularisation de l'hypertension pulmonaire avec un arc moyen gauche qui est très convexe. Et cette jeune dame, elle est traitée par du sildenafil. On n'a pas pu lui procurer du boson-temps, qui est une bonne indication ici. Donc, elle est sous sildenafil seule. Elle se maintient. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir dans le. Et si tu peux donner la dose du sildenafil, c'était une question sur le chat. Alors, la dose du sildenafil, elle est de l'ordre de 25 mg x 3 par jour. Donc, le sildenafil chez un adulte, c'est 25 mg x 3 par jour. Chez un enfant de moins de 20 kg, on donne 10 mg x 3 par jour. Et au-delà de 20 mg, c'est 25 mg x 3 par jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Leïla? Alors, docteur Khalid me dit qu'est-ce que ça veut dire canal artériel restrictif? Donc, c'est un canal artériel qui n'entraîne pas d'hypertension pulmonaire, dont la vélocité au Doppler continue est véloce. Oui. Voilà, sans hypertension pulmonaire. Absolument. Et qui peut avoir un retentissement sur le ventricule gauche. C'est tout à fait possible. C'est comme la CIV de type 2A.
Donc, il y a du retentissement sur le ventricule gauche, mais il n'y a pas d'hypertension pulmonaire. Alors, docteur Traoré dit, est-ce qu'on a le sildenafil en sirop au Maroc? Non, on l'a juste en Non, on comprimé. n'a pas le Rivasso. On n'a pas le Rivasso sirop au Maroc. Non. Mais Euh, on fait des dilutions. Alors, ça nous arrive de l'utiliser parfois. Le sildenafil, ça nous arrive d'en avoir besoin en post-opératoire immédiat, après fermeture de shunt gauche-droit, pour éviter les crises d'hypertension pulmonaire post-opératoire. Et là, on fait des dilutions au Maroc. On n'a pas la forme sirop. Léla, autre chose? alors, il parle de dose et durée du traitement de sildenafil. Bon, c'est un petit peu ça. Donc, la durée, il n'y a pas de durée limitée. Il n'y a aucune durée limitée pour le traitement du sildenafil. L'étude qui a été faite avec le Bosantan concernant les complexes d'Eisenmenger, c'est l'étude Braid 5 et elle a utilisé le Bosantan versus placebo. Et c'est une étude qui a montré une efficacité en termes d'amélioration de la classe fonctionnelle, d'amélioration du test de 6 minutes de marche, d'amélioration des pressions pulmonaires, d'amélioration des résistances vasculaires pulmonaires et du débit cardiaque indexé, mais pas en termes d'efficacité sur la morbimortalité. Alors, on va passer au cas suivant. C'est le cas d'une jeune fille de 25 jours, c'est un nouveau-né, 3,7 kg 700. Saïd, excuse-moi, RH, avant de passer, Saïd, tu peux oui, m'excuser, avant de passer oui, bien sûr. la petite pizza, il y a des questions par rapport à la jeune fille de 21 ans. Docteur Nourdine Oui. demande comment cette jeune fille n'a pas été diagnostiquée bien avant et l'avenir de sa cyanose dyspnée. Euh, Alors bidirectionnelle. malheureusement, ça nous arrive, je dirais pas de plus, c'est devenu de plus en plus rare, mais ça nous arrive de voir des grands enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, et même des jeunes garçons, des jeunes filles au stade d'Eisenmenger qui n'ont jamais été diagnostiqués, c'est tout à fait possible, hein. Alors ce qui arrive parfois, c'est que les enfants, il faut suivre avec moi. Alors, les enfants, lorsqu'ils ont un shunt gauche-droit, en l'occurrence un gros canal artériel, ils vont avoir des manifestations cliniques vers l'âge de 2 mois, 3 mois et 4 mois. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont avoir des bronchites à répétition, un retard saturopondéral, ils vont avoir de la dyspnée lors des tétés, etc. Ils vont souffrir. Mais les parents, il y a des parents, soit ils ne voient pas, soit ils ne veulent pas voir et ils ne veulent pas emmener leur enfant. Et ce qui arrive, c'est que au bout de 6 mois, parfois 1 an, le shunt, il s'inverse. Et il y a une égalisation des pressions avant. Et donc, lorsqu'il y a une égalisation des pressions, ces enfants vont se sentir un petit peu mieux. Ils vont avoir moins de bronchites, ils vont avoir moins de dyspnée, ils vont être, si on les ausculte, on peut ne rien ausculter parce qu'il y a une égalisation des pressions. Et bien sûr, à ce moment-là, ils vont passer de l'autre côté vers la cyanose, vers la dyspnée, mais ce qu'il faut savoir, et là, c'est la deuxième partie, je crois, de sa question, c'est que ces patients qui sont au stade d'Eisenmenger, ils vont pas mourir rapidement, ils vont avoir une certaine qualité de vie. Certes, elle est inférieure à la population normale, mais ils vont pas être grabataires. C'est des gens qui peuvent avoir une vie relativement correcte. Bien sûr, ils vont pas pouvoir faire de gros efforts, mais et puis ils peuvent avoir une durée de vie qui est, c'est-à-dire une espérance de vie qui va jusqu'à 40, 50 ans, c'est tout à fait possible avec un Eisenmenger. Léla? Oui, docteur Omar Belrachi demande la dose du Bosantan. Alors, la dose du Bosantan, c'est chez les adultes. Chez les adultes, donc, on va à 125 mg fois 2 par jour. C'est 2 fois par jour. C'est un médicament qui se donne 2 fois par jour. Si on donne du macitentan, c'est une seule fois par jour à raison de 10 mg. Et pour les enfants, il y a des formes sirop
de 62,5 mg qu'il faut donner aussi 2 fois par jour. Une autre question d'hypertension bidirectionnelle, c'est une HTAP systémique dans ce cas? Oui, oui, c'est une hypertension artério-pulmonaire avec des résistances qui sont même peut-être suprasystémiques, hein. Et à partir de quel rapport de résistance, lorsque les résistances pulmonaires, ils sont à 2 fois, ils atteignent les 2 tiers des résistances systémiques, là, il faut faire très, très attention. Il faut bien sûr ne pas fermer ces canaux artériels. C'est une soupape pour le ventricule droit. Absolument. Oui, on peut continuer, je pense. D'accord. Alors, Rita, elle a 25 jours, c'est une nouveau-née, 3,7 kg, tirage sous-costal, donc elle est un petit peu gênée, mais elle sature correctement. Alors voilà son écho. Alors je vous demande de faire très très attention, parce qu'il y a un petit piège dans cette observation. OK? Et là, vous voyez qu'elle a une CIV. Cette CIV, on l'a mesurée, elle était à 6 mm. Elle a une CIA osseum secondum de 6 mm là aussi. Regardez, en haut à droite. Là, vous avez le champ de gauche-droite à travers la CIV et vous avez une petite IT minime qu'on a exploitée et on a trouvé des pressions qui sont extrêmement élevées. L'IT, la vitesse, elle est à 4,4 mètres secondes et le gradient VD-OD, il est à 77, auquel on rajoute 10 mm de mercure. Ça lui fait 90 mm de mercure de pression pulmonaire parce que la pression du VD en systole est la même au niveau de l'artère pulmonaire s'il n'y a pas de sténose pulmonaire, encore une fois, j'insiste. Donc ici, vous avez des pressions qui sont élevées. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui a vu quelque chose passer euh, mais on va passer diagnostic chez cette petite fille, hein. Ce qui m'a intrigué, c'est d'abord sa radio qui était vraiment très, très, très moche, avec une cardiomégalie énorme et avec une hypervascularisation énorme, très importante. Et je me suis dit, avec une petite CIA, pardon, avec une petite CIA et une petite CIV de 6 et 6 mm, on va pas, chez un nouveau-né, on n'a pas, le plus souvent, on n'a pas des pressions qui sont aussi énormes. Et donc là, en regardant un peu mieux, donc il y a ce qu'on appelle une fenêtre aortopulmonaire que vous voyez ici. Ça, c'est l'aorte, d'accord? Ça, c'est l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire. Il n'y a pas de canal artériel, mais il y a une grosse fenêtre aortopulmonaire qu'on voit ici, qui est très large, entre aorte et artère pulmonaire. D'accord? Et que vous voyez ici en suprasternal, regardez, en suprasternal, ça c'est l'aorte, ça c'est l'artère pulmonaire, et ça c'est une très large fenêtre aortopulmonaire, donc qui aggrave le champ de gauche-droit bien sûr, et vous voyez ici, regardez, j'essaie d'ouvrir cette fenêtre aortopulmonaire, ça c'est l'artère pulmonaire, ça c'est l'aorte, et vous voyez tout ça, ce qui s'ouvre, tout ça c'est la fenêtre aortopulmonaire, et donc vous imaginez ce bébé qui a, donc regardez encore une fois, ici on voit pas, on peut passer à côté, hein. Donc il n'y a pas de fluide canal artériel, on peut passer à côté, il n'y a vraiment pas de champ parce que la fenêtre est extrêmement large, d'accord? Donc là, on peut passer à côté facilement, il faut avoir l'œil clinique, c'est très important, l'œil clinique, la radio, et être critique, d'accord? Se dire une CIA comme ça, une CIV comme ça, même une association, on ne va pas avoir des pressions aussi élevées. Donc, on est devant une CIV de 6 mm, périmembraneuse, une CIOtion secondaire de 6 mm, mais une très forte HTAP qui est probablement due essentiellement à la fenêtre aortopulmonaire qui est très large. Et donc, cet enfant a été opéré de sa fenêtre, de sa CIA, de sa CIV, et il va très bien. Est-ce que tu aurais des questions sur ce cas? Donc ça, c'est un apparenté, ça c'est une forme apparentée au canal artériel, mais je voulais présenter un petit peu ce cas juste parce que c'est un chantre entre l'aorte et l'artère pulmonaire, ça rejoint le canal artériel, mais c'est pas vraiment le canal artériel. Absolument. C'est le deuxième diagnostic à évoquer devant un shunt artériel, mais c'est plus rare, c'est moins fréquent que la persistance du canal artériel et c'est une urgence chirurgicale du fait
du risque de fixité des résistances vasculaires pulmonaires qui est plus rapide Absolument, et l'issue n'est que chirurgicale, contrairement au canal artériel, qu'on peut traiter par cathétérisme. absolument. Donc Non, il n'y a ici, pas de questions sur ce cas, sur le chat. pardon? Il Il n'y n'y a a pas de pas de question. questions sur le chat. D'accord. Donc, juste pour vous dire que la fenêtre orthopulmonaire, dans 10% seulement, elle est restrictive, elle est toute de petite taille, mais le plus souvent, elle est de taille très large, et donc c'est pour ça qu'elle se manifeste le plus souvent à un âge très, très précoce, et souvent au stade d'Eisenmenger, parce que le diagnostic, il peut être difficile. Et donc, on peut passer à côté de ce diagnostic et arriver au stade d'Eisenmenger. Euh, euh, le souffle continu n'existe que si la fenêtre est restrictive de petite taille, comme le canal artériel. Et ici, comme a dit Leila, c'est une indication à la chirurgie. On avance. Alors, J10 de vie, pas de syncope ni insuffisance cardiaque. D'accord. La maman, elle est lupique et le bébé, il se présente avec un BAV congénital, une fréquence ventriculaire qui est à 37 battements par minute et un QRS qui est fin. Bon, je suis désolé de l'ECG, mais je pense que vous arrivez à voir. Les QRS sont fins et la fréquence cardiaque elle est à 37. Donc ici, donc, il y avait une dysfonction du ventricule gauche chez ce petit enfant. Un VG dilaté à plus 5,6 déviation standard, fraction d'éjection basse, pourcentage de raccourcissement bas, insuffisance aortique minime avec une valve tricuspide, il n'y avait pas de valve bicuspide, et une aorte ascendante qui était dilatée à plus 6 déviation standard. Alors ne me demandez pas pourquoi il y a ça, peut-être c'est une anomalie structurelle de Alors, il a. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je me mets comme ça, pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, il a un canal artériel qui chante gauche-droite de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Il n'y a pas d'hypertension pulmonaire. On a un gradient de pression qui est à 86 entre aorte et artère pulmonaire. C'est-à-dire que les pressions pulmonaires sont basses. On est devant un nouveau-né. Hein. Donc, les pressions pulmonaires ici sont basses. On est devant un enfant qui a deux choses, un canal artériel, d'accord, et un BAV complet pour une maman qui est le pic, et un début de dysfonction du ventricule gauche. Alors ici, on a fermé le canal par cathétérisme interventionnel. On a mis en place un pacemaker épicardique. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi un pacemaker à cet âge-là, à J10, je crois, de vie? Parce que la fréquence cardiaque, elle était basse, inférieure à 50 battements par minute, et parce qu'il y avait ces dysfonctions du ventricule gauche. Donc, l'enfant, il a été perdu de vue, je ne l'ai plus revu pour vous donner des images, mais j'ai appelé la maman et elle m'a dit que l'enfant, il va bien. L'enfant, il va très bien. Il a 3 ans maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce cas, Leïla? Non, il n'y a pas de questions. C'est un joli cas, de BAV, chez une maman lupique. C'est assez courant. Oui, Heu, effectivement, comme tu l'as dit, la dysfonction VG a indiqué la mise en place du pacemaker, relativement tôt. Donc, oui. bonne attitude. Alors, pour répondre et pour aller dans le sens de ta réflexion, donc, voilà les indications. C'est les enfants qui font de la syncope, de l'insuffisance cardiaque. Et les patients chez qui il faut placer un pacemaker, c'est lorsqu'il y a une dysfonction de VG, c'est le cas de notre patient, lorsqu'il y a un QT allongé, lorsqu'il y a des extrasystoles ventriculaires, une fréquence cardiaque inférieure à 55, c'est le cas de notre patient qui était à 37. Et lorsqu'il y a des pauses sinusales de plus de 3 fois le cycle de rythme sous-jacent, donc ça aussi, ça peut être une indication, et lorsque les QRS sont larges. Ici, les QRS sont fins, mais il a 2 critères ou 3 critères qui ont poussé à l'indication d'un pacemaker épicardique à cet âge-là. Docteur, Voilà. Ah, docteur Hara Loubna oui. demande: «Est-ce qu'on a vérifié les coronaires devant la dysfonction VG?»
Alors, à l'échographie, à cet âge-là, on arrive à voir le coronaire. Donc, ça a été vérifié. Il n'y avait pas d'anomalie de naissance ni de trajet coronaire, absolument. Mais c'est une très bonne réflexion, absolument. Docteur Diallo, dit que le traitement médical du lupus néonatal était nécessaire. En fait, le bébé, je pense pas qu'il était lupique, c'est la maman qui avait un lupus. Donc, il parle Absolument. de traitement C'est là. médical, Oui. Il y a des anticorps maternels qui passent chez les enfants et qui peuvent être à l'origine de ces BAV congénitaux, notamment, je crois, l'anticorps anti-SSA, l'anti-RO aussi, qui peuvent être à l'origine de ce genre de complications. Alors, un nouveau-né, encore une fois, de 4 jours, avec détresse respiratoire, insuffisance cardiaque. Donc là, c'est un enfant qui est symptomatique, très symptomatique à J4. Et on regarde ce petit axe, et on voit qu'il y a peut-être un canal artériel. Vous voyez que parfois, c'est pas évident du tout, hein. Ici, il y a peut-être un canal artériel qui chante bidirectionnel. De temps en temps, on voit du bleu, de temps en temps, on voit du rouge, d'accord? Mais le canal n'est pas franc. Bon, ça ne crache pas beaucoup au niveau de l'artère pulmonaire. Et on est frappé par une dysfonction du ventricule gauche, par une valve aortique qui est malade, d'accord? Donc, on est devant l'autre cas du canal artériel qui a été posé tout à l'heure, une sténose aortique critique à la naissance, très sévère, avec dysfonction du VG, dysfonction du VD, avec voilà, ces dysfonctions du VD qui est très manifeste, avec des pressions pulmonaires, regardez, ça c'est l'IT, avec des pressions pulmonaires qui sont très élevées. Et là pourquoi je présente ce cas, et là, vous voyez qu'il y a un gradient de pression sur la sténose aortique. Je présente ce cas pour vous dire que ce genre de canaux, normalement, il faut pas, c'est ce genre de canaux qu'il ne faut pas fermer parce que ce sont des canaux qui sont vicariants, qui permettent, au contraire, il faut les maintenir ouverts par des prostaglandines le temps d'ouvrir la valve aortique. Donc là, au contraire, il faut mettre des prostaglandines, soit dilatation percutanée de la valve aortique, soit une valvulotomie chirurgicale, et tout dépend de l'expérience de l'équipe, de la morphologie de la valve, de la taille de la fonction du ventricule gauche, et aussi du poids à la naissance. Voilà, plus le poids est faible, plus on va peut-être opter pour une dilatation, mais les deux options se partagent un petit peu les bénéfices et les risques. C'est-à-dire que si on dilate, on va exposer l'enfant à de l'insuffisance aortique, à bien sûr peut-être une reprise. On va peut-être passer un cap sans chirurgie, sans rien du tout. De toutes les manières, quel que soit le cas, donc il est dit que la chirurgie de ces valves aortiques à la naissance, quand elles sont critiques, c'est juste de la palliation, le temps de passer un cap aigu pour que l'hémodynamique du patient s'améliore et que par la suite, on pourra l'opérer de façon meilleure. Alors, ça, c'est un cas que je voulais juste passer. Bon, c'est pas la peine qu'on s'attarde sur ce cas, plutôt sur celui-là. Tesnim, 18 mois, elle est stable, un souffle continu, un canal artériel de 3 mm, chaîne de gauche-droit avec un gradient élevé, donc des pressions qui sont basses, pas d'hypertension pulmonaire, mais une surcharge des cavités gauches, et une IM légère par dilatation de l'anneau. C'est comme le cas qu'on a vu auparavant, une dilatation du VG, une IM par dilatation de l'anneau. Regardez, un VG qui est très dilaté. Regardez, là je suis en suprasternal, ça c'est l'aorte, ça c'est l'artère pulmonaire principale, la bifurcation, artère pulmonaire gauche, le canal artériel qu'on mesure au niveau de la partie la plus rétrécie, il est de 3 mm, comme vous voyez ici, surcharge des cavités gauches, 3 mm encore une fois, on multiplie les mesures pour être sûr, et là encore une fois, on a des gradients qui sont au-delà, donc les pressions pulmonaires sont normales en systole. Donc là, vous êtes d'accord qu'il va falloir fermer ce canal artériel par cathétérisme interventionnel, encore une fois. Il faut sortir de ce cours en ayant à l'idée que le cathétérisme interventionnel, la fermeture par cathé, c'est le traitement de choix des canaux artériels actuellement en 2024.
Leïla, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu as des remarques? Non, c'est un joli cas, donc de canal artériel, sans hypertension pulmonaire, mais avec, dilatation des cavités gauches, avec, Ouais, effectivement une indication de choix. Comme tu as dit, le message clé aujourd'hui, c'est la fermeture percutanée des canaux artériels, sauf, sauf contre-indication, gros canal. Maintenant, dans les, centres, d'expertise, même les canaux artériels, des prématurés sont fermés par cathétérisme, heu, absolument. sous écho guidé et pas en salle de cathé, pour éviter, justement l'irradiation et les rayons pour, ces bébés très fragiles. Donc, nous, quand on a commencé notre cardiologie et qu'on l'a exercée, les patients étaient opérés pour les canals, pour le canal artériel persistant, soit par ligature ou section suture, du canal. Donc c'était l'option chirurgicale, heu, jusqu'aux années, début des années 90, donc dans la littérature, mais chez nous, donc, jusque, à la même période, dans les années 90, on continuait d'opérer les malades porteurs de canal artériel, mais aujourd'hui, le gold standard c'est la fermeture, par cathétérisme interventionnel, devant donc les progrès faits en matière de matériel, et de prise en charge, en réanimation. Donc, vraiment le message, s'il y a un message à faire, c'est, un canal artériel, persistant, symptomatique, avec, donc, avec, retentissement hémodynamique sur les cavités gauches, plus ou moins, hypertension pulmonaire de débit et donc, C'est voilà, légère, oui. ça évolue vers, l'augmentation des résistances, vasculaires, pulmonaires, est une indication à une fermeture par cathétérisme interventionnel. Ça évite la cicatrice, d'antan, par thoracotomie gauche, ça évite la réanimation, le séjour en réanimation. Donc, les enfants sont sur pied, dès le lendemain sans Ouais, aspirer. Donc ouais, c'est tout à fait. vraiment une révolution en matière de traitement du canal artériel persistant. Merci beaucoup, Leïla, pour ces éclaircissements. Alors ça, c'est un cas insolite d'un patient, qui continue à venir nous voir. Il a 83 ans, il est obèse, il a un diabète de type 2, il a fait un syndrome coronaire aigu, ST+. Désolé pour les pédiatres, on est un petit peu dans la pure cardiologie adulte. Donc en mai 2023, triple angioplastie CX, première marginale et diagonale, découverte, lors de son examen, de son écho, d'un canal artériel restrictif. Il avait des pressions artérielles normales, pas d'insuffisance cardiaque, un VG dilaté, une hypokinésie antérieure, ça c'est en rapport avec sa maladie coronaire, une fraction d'éjection normale, des pressions de remplissage normales, une oreille gauche dilatée. Voilà un petit peu son échographie. Il y avait de l'hypokinésie antéroceptale, avec un VG qui est dilaté à 72, une oreille gauche qui était dilatée, pardon, une oreille gauche qui était dilatée avec une surface à 32 cm². Et ça, c'est sans. Donc, vous voyez que la visibilité et l'écogénicité chez les adultes n'a rien à voir avec avec les enfants. Les enfants sont beaucoup plus écogènes. Mais là, quand même, on voit qu'il y a un canal artériel entre l'aorte et l'artère pulmonaire et qui chante gauche-droite pure. Et voilà son flux Doppler continu sur le canal artériel avec un gradient. Avec, regardez, une Vmax qui va jusqu'à 5 mètres par seconde, avec un gradient de pression sur le canal artériel en systole qui est à 122 mm de mercure. Lui qui avait une pression artérielle tout à l'heure qui était à 137, je crois. Donc ça veut dire que la pression dans l'artère pulmonaire, regardez, il avait des pressions à 137, 140. Donc 140 moins 120, ça lui laisse 20 de pression dans les poumons. Donc ça veut dire qu'il est avec des pressions pulmonaires normales. Alors, ça, c'est toute la discussion. Est-ce qu'il faut fermer ce canal artériel ou pas? Moi, je pense qu'il faut le fermer, pas chirurgicalement, il a 83 ans. Il doit être friable, chirurgicalement parlant, ça va être difficile si, donc les chirurgiens, s'il y avait un chirurgien avec nous, je crois qu'il serait d'accord.
s'il y a possibilité de faire. Alors, pour revenir aux 3 questions principales devant tout cas, est-ce qu'il faut le fermer ou pas? Je pense que oui. Deuxièmement, comment il faut le fermer? Par cathé ou par chirurgie? C'est par cathé à mon avis. Et puis, quand est-ce qu'il faut le fermer? Bon, dès qu'on peut. Est-ce que tu es d'accord, Leïla, ou est-ce que tu as une autre façon de voir, pour ce cas précis? Est-ce qu'il souffle? Est-ce que tu l'entends à l'auscultation? Alors il a un souffle systolique, pas de souffle systolo-diastolique. Il avait une petite fuite mitrale minime, mais, mais en sous-claviculaire, il n'y a pas vraiment de souffle continu. C'est une très bonne remarque que tu fais. Moi, comme il n'y a pas de consensus, justement pour la fermeture des canaux artériels, qui ne soufflent pas, qui ne sont pas audibles à l'auscultation et qu'il a Oui, 83 ans déjà, traité pour sa cardiopathie ischémique, s'il se plaint de rien, pas d'essoufflement, qu'il ne souffle pas, je le laisserai tranquille. on laisserait tranquille. Oui, ça se discute absolument. Euh, ouais, on peut être d'accord avec toi aussi, tout à fait, cher ami. Donc, voilà un cas d'un adulte, 83 ans, avec un canal artériel qui est restrictif. Alors, Hidaya, c'est un souffle continu, un ECG normal. Alors là, on a des images que vous allez voir. Donc, il y a un canal artériel qu'on voit très bien, toujours le petit axe. Vous avez l'aorte ici et vous avez l'artère pulmonaire. Vous avez un flux de canal artériel. Vous avez ici des images un peu moins belles que tout à l'heure. On va passer. Le VG est dilaté. D'accord, il n'y a pas photo. Donc, un VG qui est nettement dilaté, globuleux. L'oreille de gauche aussi, elle est généreuse. Et là, on est en suprasternal. On essaye de voir. Donc, ça, c'est l'aorte descendante. Ça, c'est l'artère pulmonaire du côté gauche. Et là, on devine le canal artériel qui est là, que vous voyez, entre l'aorte descendante et le tronc de l'artère pulmonaire. Donc là, on voit le canal un peu plus nettement que tout à l'heure. Par voie suprasternale, je suis par voie très haute suprasternale, avec un gradient de pression encore une fois à 108 de systolique, ça veut dire que les pressions sont basses, et le canal qui fait 5 millimètres. Donc c'est un petit peu le même cas que tout à l'heure. 5 millimètres, surcharge des cavités gauches, et pas d'hypertension pulmonaire. C'est un cas qu'il va falloir fermer par cathétérisme interventionnel. Tu es d'accord, Léla? Absolument, très bonne indication. Ok. Allez, Houssam, 16 ans, 16 mois, avec un souffle continu, une hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG. Il souffle, hein, il souffle, il a un VG qui est dilaté, il a un canal artériel qui crache bien comme il faut au niveau de l'artère pulmonaire. Alors ça, c'est un cas, je crois que on a de 117 de gradient, un canal à 4 millimètres. Vous voyez que ce sont des choses qui quand on a l'habitude de faire ça, on va voir les éléments qui vont nous dire est-ce que ce canal artériel est significatif ou pas? Est-ce qu'il va falloir le fermer ou pas? Et comment le fermer? C'est ça la question. Donc, pour répondre à ces questions-là, il faut voir est-ce que le VG est dilaté, le diamètre du canal, les pressions pulmonaires, la dilatation du tronc de l'artère pulmonaire. Ce sont des choses qui sont intéressantes pour essayer de sortir avec une conduite à tenir. Alors ça, c'est un cas qui est intéressant. J'arrive à la fin de mes cas, je crois qu'il reste 2. Alors ça, c'est un cas qui est intéressant. Là encore, j'allais me faire avoir. 12 ans. Donc ça, c'est un cas qu'on a vécu il y a 2 semaines. 12 ans, trisomique 21, fatigue et dyspnée à l'effort, aucun souffle. Elle sature à 93% avec une hémorragie. J'aurais voulu présenter ce cas autrement, d'accord? Au fait, la première description s'arrête là. Il n'y a pas de souffle, d'accord? On fait une échographie et là,
Le VG n'est pas dilaté, d'accord. Et bon, là, il n'y a pas grand-chose, vous êtes d'accord. Et là, on voit qu'il y a une CIA, deux CIA plutôt, une CIA au somme primum, elle est trisomique 21, une CIA au somme secondum, les deux, d'accord. J'essaie de voir s'il y a une IT, je ne trouve pas d'IT, j'ai bien cherché l'IT, j'ai bien cherché l'IP, je conclus à deux CIA, d'accord, qui sont, voilà, les cavités droites sont légèrement dilatées et on l'hospitalise pour l'opérer de ces CIA. On l'hospitalise pour l'opérer de ces CIA. Et lors de l'hospitalisation, c'est là on a eu le 23 d'hémoglobine. Et c'est là on a eu la saturation qui était à 93. Là, c'est la CIA, donc ostium secundum. Donc, une fois hospitalisé, on dit c'est pas normal que deux CIA comme ça vont donner un taux d'hémoglobine et une désaturation, même si elle est légère, 93%, il doit y avoir quelque chose. Donc, je l'ai reprise à l'écho, et à l'écho, donc j'essaie de chercher, et donc là, on est peut-être, moi je suis passé à côté de ce flux, d'accord, mais il y a peut-être un flux ici de canal artériel qu'on peut ne pas voir. J'essaie de chercher une insuffisance pulmonaire, et je tombe sur une insuffisance pulmonaire, mais vraiment minuscule, de chez minuscule, et qui permet d'évaluer les pressions pulmonaires, je vais vous les montrer. Donc là, c'est juste pour montrer que le diagnostic de canal artériel est extrêmement difficile ici. Regardez, là, je suis en suprasternal, d'accord? Ça, c'est la crosse de l'aorte, ça, c'est l'artère pulmonaire, et honnêtement, je n'ai vu aucun flux de canal artériel à ce niveau-là. Donc là, indication à fermeture de CIA, bref, mais une fois hospitalisé, on tombe sur ça, sur cette légère désaturation et sur ce taux d'hémoglobine qui était à 23. C'est pas normal pour deux CIA qui chantent gauche-droite. Donc là, on reprend l'écho, on trouve une très forte HTAP et en revoyant les images, vous allez voir, regardez, il y a cette hypertrophie du ventricule droit qui est énorme, qui n'a pas lieu d'être pour deux simples CIA. Aucune pour des CIA sans résistance, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de l'hypertrophie ventriculaire droite comme ça. Donc, on essaie de voir s'il y a de l'IT, il n'y a pas de l'IT. On essaie de voir encore une fois s'il y a de l'IP, il y a une toute petite IP. Et vous voyez, regardez ici, les pressions à travers l'IP sont énormes, 72 de pression moyenne, à laquelle on rajoute 10 mm de mercure, ça lui fait 82 de pression moyenne. Donc, bien sûr, on arrête tout, le processus chirurgical, et on cathétérise cette jeune fille. Et au cathétérisme, regardez, il y a des résistances vasculaires pulmonaires indexées à 22 unités Wood par mètre carré, ce qui est énorme, une POD qui est élevée, des pressions pulmonaires, des pressions du VD, des pressions pulmonaires qui sont très élevées. D'accord. Et là, le cathétériseur nous dit, lorsqu'il a monté le guide, le guide, il a pris un chemin qui rappelle celui du canal artériel. Et donc, il y avait un très gros canal artériel chez cette petite fille. Et donc, je l'ai repris juste pour essayer de voir est-ce qu'on va voir encore mieux. Pardon, excusez-moi. Et regardez, il y a cette crosse de l'aorte, pardon, cette crosse de l'aorte. Il y a l'artère pulmonaire. On devine quelque chose ici, un canal artériel ici, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, l'échographie peut faire défaut dans le diagnostic des canaux artériels, surtout lorsqu'ils sont très larges. En mettant la couleur, c'est pas évident du tout, parce qu'il y a une égalisation des pressions, et donc le champ n'est pas du tout évident. Et voilà, donc encore une fois la couleur. Et voilà, donc j'essaie de deviner un canal artériel qui fait 7 mm à ce niveau-là, à l'écho. Alors la conduite à tenir bien sûr était de ne rien faire, de ne pas l'opérer cette fille, de ne pas la fermer par cathétérisme, ni rien du tout, et d'instaurer un traitement spécifique. Donc, on a démarré le traitement par le sildenafil et on a fait un dossier éventuellement pour le bosantan.
Je ne sais pas quelles peuvent être tes remarques concernant ce cas qui illustre un petit peu parfois la difficulté. Et le message clé aussi qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être systématique dans l'examen, dans notre examen, il faut être systématique, il faut être clinique, c'est très important. Évaluer les Absolument, saturations, évaluer les absolument. saturations, examiner correctement l'éclat de B2 à la clinique qui peut être en faveur de l'hypertension pulmonaire, faire marcher les enfants, faire monter les escaliers les enfants, leur prendre la saturation au repos et à l'effort. Je pense que c'est des messages qui sont très importants. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi, Saïd. C'est un très joli cas, sémiologique, qui montre l'importance d'un examen clinique, heu, avec prise de saturation aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. La clinique, est-ce qu'elle fait des bronchites à répétition? C'est une petite trisomique donc elle est c'est plus pourvoyeur d'hypertension pulmonaire par, altération du Absolument. lit vasculaire pulmonaire, de façon indépendante de toute cardiopathie congénitale. Donc tout ça, montre l'importance d'un bon examen clinique avant de sauter sur l'échocardiographie, puisque quand on l'a fait rapidement, on peut passer à côté, mais quand on a les éléments cliniques, en tête, à savoir une désaturation, heu une hémoglobine, élevée sur la numération formule sanguine. Donc, il y avait un shunt droite-gauche et ce shunt était donc à l'étage, artériel. Ça me rappelle le cas d'une jeune femme, qui, elle, avait été opérée il y a plus de 40 ans, donc au début de la chirurgie cardiaque au Maroc, à cœur ouvert. Je n'avais pas de compte rendu et qui avait une forte hypertension pulmonaire et à l'écho, comme tu as dit, quand les canaux sont très larges avec peu de shunt, heu, c'est très difficile à voir, d'autant plus que c'était une adulte et il suffisait de lui enlever les chaussettes pour prendre la saturation, aux orteils et voir qu'il y avait une désaturation, aux membres inférieurs, pour penser au canal artériel et aller revoir et elle a eu un cathé et effectivement, c'était un canal artériel, persistant au stade d'Eisenmenger. Donc il faut rester clinique, et rassembler tous les éléments, pour, ne pas porter des indications de chirurgie à tort et des risques, un risque opératoire, heu, mortel. Donc c'est chez ce genre de patient, puisque là, la fermeture de la CIA, l'aurait achevé, puisque c'est une soupape. Heu alors il y a une question sur le chat qui dit pourquoi, qu'est-ce qu'elle a dit, docteur, Sarah? Heu, pourquoi elle est désaturée. Pourquoi le shunt à travers la CIA n'est pas inversé? C'est très, très compréhensible. La CIA, le sens du shunt à travers la CIA ne dépend pas dépend plus de la compliance du ventricule droit que des résistances vasculaires pulmonaires. Donc, tant que la compliance du VD est bonne, le shunt reste gauche-droit malgré une hypertension pulmonaire importante. Et, comme tu as dit, Leïla, il y a toujours une étape avant qu'il y ait une inversion complète du chart. Absolument. C'est ça, donc il y a dans un premier temps où le patient il peut être tout à fait rose au repos, mais quand on lui fait un test d'effort, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du test d'effort, et j'ai dit que parfois on peut être amené à, à faire un test d'effort justement pour démasquer une cyanose à l'effort. Donc, il y a une étape où l'enfant, il peut être rose au repos, mais cyanosé à l'effort. Et puis par la suite, c'est le cas après qui va bien sûr développer de la cyanose de façon permanente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question il y a une question, y a-t-il un rôle des antihypertenseurs dans la gestion des canaux artériels persistants, en particulier pour réduire les gradients de pression et ainsi limiter l'importance des shunts? Ça peut être une très bonne question, on ne s'est jamais posé la question, mais chez l'adulte d'un certain âge
qui est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque, c'est une maladie qui augmente dans l'incidence et la prévalence augmente avec l'âge. Et si, bien sûr, vous avez un patient qui a des critères d'hypertension artérielle selon les dernières recommandations de 2024, c'est-à-dire une pression artérielle à partir de 140 sur 90, je pense qu'il faut donner un traitement, bien entendu. Mais c'est pas pour traiter le canal artériel ou Absolument. quoi que ce soit. C'est pour C'est ton acheter, essentiellement hein. pour traiter Non, l'hypertension mais artérielle. là, elle parle de réduire les gradients de pression et limiter l'importance des shunts. Oui, physiopathologiquement parlant, oui, ça peut l'être, mais c'est pas un élément du traitement du canal artériel. C'est un élément du traitement de l'hypertension artérielle chez un patient d'un certain âge. Voilà. C'était le Alors, dernier cas? alors oui, c'est le dernier. On va terminer avec un dernier cas. Allez, un dernier cas, 4 mois, 6 kilos, donc un développement qui est relativement correct, eupnéique, un souffle continu, une hypertrophie ventriculaire gauche sur le CG. Il faut toujours regarder le CG, hein, c'est important aussi, hein. Le CG, la radio, c'est important. La clinique, le CG, la radio et la saturation, c'est très important. Un VG qui est dilaté, donc un canal artériel qui chante pas mal gauche-droit. Et ici, on voit une coupe qui est un peu bizarre, d'accord, où on voit le ventricule droit ici, la valve pulmonaire, l'artère pulmonaire, la crosse de l'aorte. Vous savez, en cardiologie pédiatrique, en général, en cardiologie, l'échographie, il n'y a pas de règles strictes. Il n'y a pas de coupe dictée ou d'incidence dictée. Non, il faut savoir multiplier les incidences et les coupes pour essayer d'avoir le meilleur ce qu'on cherche. Voilà. Donc ça, c'est la crosse de l'aorte. Ça, c'est l'artère pulmonaire principale, l'artère pulmonaire gauche. Vous voyez qu'il y a un canal artériel ici, d'accord, qui mesure 2 millimètres, avec un gradient de pression qui est très élevé. Mais regardez le gradient de pression en diastole, il est très bas. Regardez, le gradient de pression en systole, il est à 105, et en diastole, il est à 16. Ça veut dire que les pressions pulmonaires ici, diastoliques, commencent à grimper, commencent à augmenter. Les pressions systoliques sont encore normales, mais les pressions pulmonaires diastoliques commencent à augmenter. C'est pour ça que le gradient baisse en diastole. Et c'est maintenant qu'il faut opérer cette petite fille. C'est pas après. Regardez encore une fois. On multiplie les incidences. Là, je suis en petit axe et j'ai exactement la même chose. Un gradient systolique très élevé, un gradient diastolique qui est très bas. Voilà, schématisé ici, d'accord, un gradient max à 119 en systole, ça veut dire que, et en diastole à 20, ça veut dire qu'il y a un début d'augmentation des pressions euh, diastoliques au niveau de l'artère pulmonaire. Et ça, c'est une très bonne indication. Il avait 4 mois. C'est une très bonne indication à la fermeture cutanée du canal artériel avec 6 kilos. Donc, j'ai présenté ce cas pour vous dire que on peut fermer des canaux artériels, d'accord, avec le canal artériel, on peut y aller à 6 kilos. Il n'y a aucune contre-indication. Il faut juste mesurer correctement le canal artériel par écho, mais aussi lors de l'angiographie. C'est très, très important. Et puis, choisir la bonne taille de la prothèse. Voilà. Est-ce que tu es d'accord d'abord, Leïla? Est-ce que tu as des questions, des remarques concernant ce cas, ce dernier cas? C'est un petit cas, habituel, aussi, avec une bonne indication donc de fermeture, percutanée, devant la dilatation des cavités gauches et justement cette, augmentation de la pression diastolique, sur le Doppler continu. Heu Comme tu l'as bien dit, il faut y aller maintenant, avant le retentissement donc sur les pressions pulmonaires, avec le temps. Donc aujourd'hui, la les progrès étant, là, en matière de cathétérisme interventionnel, on traite ces patients de façon, moins agressive qu'avec la chirurgie,
comme il y a quelques années. Donc c'est une bonne indication et comme tu as bien dit, il y a plus de restrictions de poids, vu la miniaturisation des prothèses, donc c'est un bon deal pour, la fermeture percutanée. Je pense que la conférence, touche à sa Voilà, fin. on a terminé. Je te laisse le mot de la fin, cher ami, avant Donc de conclure, bravo pour, cette, très belle présentation, très didactique, bien illustrée par des cas, très dynamiques, très vivants. Heu, peut-être, un petit diagnostic différentiel, que tu n'as pas mentionné, mais qui est encore bien plus rare que la fenêtre aortopulmonaire, c'est la naissance, de la paix droite, à partir de la crosse de l'aorte, qui peut aussi donner un tableau similaire, qui donne aussi un shunt à l'étage artériel avec, une hyperpression, au niveau, réflexe, au niveau de l'AP gauche, donc contralatérale, qu'on ne s'explique pas encore, beaucoup, mais c'est plus rare. Donc c'est juste, pour être complet, c'est donc une pathologie plus rare et dont on fait le diagnostic par voie suprasternale, donc en ouvrant, l'AP droite et l'aorte et on voit le défect aussi, qui ressemble un petit peu au shunt, à la fenêtre aortopulmonaire, mais on le voit, par voie suprasternale entre l'AP droite et la crosse de l'aorte. Donc là, c'est quand c'est des tableaux de shunt gauche-droite, artériels, qu'on s'explique pas, qu'on ne trouve pas de fenêtre, on ne trouve pas de canal. Il faut penser aussi à cette, pathologie, rare, qui est la naissance, de l'AP droite, de la crosse de l'aorte. Donc et on peut bravo. s'aider de l'angioscanner aussi, Oui, pour faire ce genre de absolument, mais diagnostic. Tu as tout en à fait raison. général, ils sont bien bien échogène, donc la voix suprasternale, est très est très parlante, par rapport à cette pathologie. Donc pour ne pas tarder plus, je te félicite, encore une fois, si ça aide pour, donc cette très belle présentation sur cette pathologie, qu'on voit, assez souvent, dans nos différents cabinets. Qu'on peut voir à tous les âges, comme tu l'as bien démontré, donc par le dernier cas du patient de 83 ans. Donc, c'est des découvertes fortuites parfois. Un shunt peut être pourvoyeur de complications redoutables et pour lesquelles on n'aura plus d'issue si on n'a pas bien pris en charge le patient à temps, à savoir donc l'hypertension pulmonaire type Eisenmenger, augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et le risque d'endocardite infectieuse. On a eu dans différents ateliers, différentes présentations, notamment je pense à mon ami euh, docteur euh, professeur Sloa Karimi qui nous avait fait de belles présentations et professeur Drerel aussi de belles présentations d'endocardite infectieuse sur canal artériel, donc des cas assez impressionnants. Donc les complications sont là et le traitement est à la portée, moins agressif aujourd'hui pour les canaux qui sont dans la majorité des cas maintenant fermables par cathétérisme interventionnel. Donc, il ne faut pas passer à côté de ce diagnostic et prendre en charge à temps et comme il faut ces shunts à l'étage artériel, donc que sont les canaux artériels persistants. Voilà, merci à tous les participants d'être restés si tard. Merci à la société assez si Emine et si Jalel de nous Synopsis. avoir accompagnés. Et Ouais. encore merci Saïd de m'avoir associé à cette présentation. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Je te Bah, laisse c'est la moi fin. qui te, c'est moi qui te remercie infiniment pour, d'avoir accepté d'abord l'invitation et puis pour toutes tes remarques, pour toutes tes interventions qui sont vraiment c'était super de faire ça avec toi. Et je voudrais aussi remercier tous les participants, bien entendu, et remercier
tous les gens qui nous aident à faire cette formation. Et ce soir, c'est la société Synopsis en qualité de monsieur Jalal et aussi de monsieur Amin qui ont fait un travail extraordinaire, pas seulement aujourd'hui, mais depuis plus d'une semaine qu'on travaille dessus. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et encore une fois, un grand merci. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle pathologie des cardiopathies congénitales. Au revoir et à bientôt.